Dans la peau de Claude Perolouara, briller l'éclat d'une histoire singulière, d'une mère héroïque, guidée de l'univers, forçant le respect et l'admirable luminaire. Par son courage, ton destin fut tracé. Devenu journaliste, un combattant de la vérité. Claude Perolouara, face aux tourments endurés, symbole de dignité, d'intégrité dans l'adversité. Contre vents et marées, la lutte est déclarée. Pour la justice et l'égalité, je resterai debout dans la dignité. Les tentations corrompues, l'argent offert en pâture, mais mon âme pure reste impassible. Défend la forfaiture de Constant Mutamba et son ministère d'injustice. Mais d'injustice, mes actions résonnent dans le pays, tel un cri de liberté. Contre les pouvoirs corrompus, je m'élève avec fierté. Claude Perolouara, qui te donne les ténèbres de l'injustice. Ton nom sera le flambeau de la résistance et de la revendication. Contre les vieux oppresseurs, nous prendrons l'étendard de la vérité. Pour un Congo meilleur, un avenir de fraternité et de dignité. À toi, Félix Helmut Wangeleka, ta tyrannie touche à sa fin. Des mains vides, tu seras chassé. Ton règne de corruption pris pour état. Le peuple congolais ne mérite pas un leader incompétent et tribal. Et tribal, nous nous dressons unis pour bâtir un avenir rayonnant. À toi, vrai patriote, symbole de résilience et de foi. Ta voix de dignité, d'intégrité dans la liberté et de la joie. Dans le cœur de chaque Congolais, ta saga restera gravée. Pour un avenir radieux, pour une nation enfin libérée. Et Nzambe nanga, 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 nanga. Les tentations corrompues, l'argent offert en pâture, mais mon âme pure reste impassible défiant la forfaiture de Constant Mutamba et son ministère d'injustice. Mais d'injustice, mes actions résonnent dans le pays, tel un cri de liberté, tel un cri de liberté. Pour les pouvoirs corrompus, je m'élève avec fierté. Claude Perolouara, dans les ténèbres de l'injustice, on sera le flambeau de la résistance et de la revendication. Contre les vieux oppresseurs, nous prendrons l'étendard de la vérité. Pour un Congo meilleur, un avenir de fraternité et de dignité. À toi, Félix Helmut Wangeleka, ta tyrannie touche sa foi. Les mains vides, tu seras chassé. Ton règne de corruption pris pour éteint. Le peuple congolais ne mérite un leader. Et tribal, nous nous dressons unis pour bâtir un avenir rayonnant. Oh, rayonnant. Claude Perolouara, symbole de résilience et de foi. Ta voix est de dignité, d'intégrité, dans la liberté et de la joie. Dans le cœur de chaque Congolais, ta saga restera gravée. Pour un avenir radieux, pour une nation enfin libérée. Et Claude Perolouara, symbole de résilience et de révolution. Ta plume au zénith, pourtant la flamme de la liberté et de la joie. Dans le cœur de chaque Congolais, ta saga restera gravée. Pour un avenir radieux, pour une nation enfin libérée. Et Nzambe, nanga, nanga. Et Nzambe, nanga, nanga. Et Nzambe, nanga, nanga. Et Nzambe, nanga, nanga. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Contre nous soit dit, ce magazine d'analyse d'actualité politique où un invité nous accompagne pour donner son point de vue. Nous prenons ces questions, nous les mettons sur la table et nous lui donnons la parole afin qu'il puisse éclairer l'opinion par rapport à ses opinions justement. Passez-moi cette redondance. Vous le savez, depuis un temps, existe désormais en République démocratique du Congo une plateforme qui s'appelle Sauvons la République démocratique du Congo. La plateforme politique a été mise en place à Nairobi par l'ancien président Joseph Kabila, à l'absence d'un poids lourd de l'opposition politique, M. Moïse Katumbi Tchapoué. Comment faut-il analyser ça? On en parle dans cette édition. Et puis on reviendra sur l'actualité politique à l'Assemblée nationale avec les candidatures pour remplacer Vital Kamerhe. Son ancien beau-frère Aimé Boji est pressenti pour prendre la succession du président de l'UNC.
Comment faut-il voir cela? Est-ce désormais une succession familiale ou plutôt politique? La question sera également débattue. On reviendra aussi sur la situation sécuritaire dans l'Est de la République avec des négociations à gauche et à droite. L'émission de ce soir, je vous promets que sera très très intéressant. Notre invité du jour, nous le joignons depuis Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. C'est M. Mike Moukebaye Nkosso. Mike Moukebaye, bonjour. Bonjour, Perron Ouara. C'est un grand honneur, un grand plaisir de vous retrouver. J'ai même du mal à vous tutoyer, mais bon, on va faire un effort. Mike, comment vous allez d'ailleurs? Je suis heureux, très très heureux d'être en face de vous ce soir. Ça sera la première fois qu'on a fait une émission depuis pratiquement plusieurs mois, je veux dire des années. Vous étiez en prison, vous êtes sorti. C'est la première fois que je vous ai en direct et depuis votre sortie de la prison. Comment vous sentez-vous? Ouais, Dieu garde ses enfants comme il garde les Congo. J'étais en train de parler à quelqu'un en préparant cette émission en disant que je vais recevoir Mike Moukebaye. Il m'a dit, essaie un peu de donner des conseils à Mike Moukebaye. Il doit comprendre qu'il a une famille, Cocotte est là, les enfants sont là. Est-ce qu'il peut pas voir un peu comment mettre de l'eau dans le vin pour qu'il n'impose pas à sa famille la souffrance d'aller tout le temps le voir à Makala? Est-ce que la prison vous a finalement changé? Qu'est-ce que la prison vous apporte, Mike Moukebaye? Vous êtes le même, vous restez où vous vous dites, finalement, Cocotte, votre épouse a beaucoup souffert, il faut les laisser quand même le temps de souffler un peu? Ben, écoute-moi, ces conseils-là, comme celui-là, ben, j'en ai entendu souvent, mais pas quand même. C'est comme si on me traitait d'inconscient et que je ne savais pas que j'avais une femme et que j'ai des enfants. Remarquez que mes emprisonnements, je suis à mon 3e emprisonnement, je ne m'en flatte pas, mais je les compte parce que c'est des emprisonnements que j'ai vécus, ne m'ont pas empêché d'éduquer mes enfants et de les envoyer à l'école. L'aîné a terminé cette année avec leur système qu'ils appellent LMD, avec la mention à grande distinction. Donc ça ne perturbe pas tant ma famille, ça ne perturbe pas tant. Vous savez, dans ce combat que nous menons, ce combat exige un certain oubli de soi. Sinon, vous pensez au vôtre, vous pensez à vous-même et vous dites pourquoi. Bon, alors vous arrêtez. C'est cela la réalité. Il faut la prendre comme ça. On se bat pour un Congo meilleur. Il y en a même qui ont subi des sorts plus tragiques que le mien. Aujourd'hui, nous ne parlons plus de Chéribin Okende. Il n'est plus, il est mort, lui. Moi, je peux encore dire, rendre grâce à Dieu d'être vivant. Vous savez dans quelles conditions j'ai été arrêté. J'ai été pratiquement enlevé devant chez moi un dimanche, en plus, jour non ouvré, à 18h30, forcé d'embarquer à bord d'un véhicule, tabassé copieusement, cagoulé. Écoutez, je pouvais en mourir. Et vous allez retrouver mon corps quelque part et on le présenterait, je ne sais pas, comme un meurtre banal, et comme on a vécu ça ici. Rendons grâce à Dieu, je suis en vie et je continue mon combat. Qu'est-ce que vous voulez dire? Vous voulez dire aux Congolais et à mes téléspectateurs que la prison ne vous a pas changé d'un iota, vous allez rester camper sur vos positions, vous continuez les combats, bien au contraire, la prison aura encore ajouté une certaine détermination quant à l'aboutissement de ces combats? Non, je ne pense pas qu'elle a ajouté une détermination quelconque. J'y suis allé très déterminé, j'en suis sorti très déterminé, j'ai continué mon combat. Tout ce que je sais, c'est que face à une dictature, il faut résister. Voilà ce que j'ai appris dans mon parcours en tant que journaliste et plus tard en tant qu'activiste et aujourd'hui en tant que politicien. Donc je me tiens debout, je continue mon combat. Mike Moukebaye, cadre d'ensemble pour le changement de Moïse Katumbi. Un mot quand même sur ça fait quand même 3 fois un peu, je vais dire, de suite que vous séjournez en prison. J'ai vu récemment Jacques Ndala sortir de là dans une situation assez terrible. Quelles sont les conditions? On a vu à l'étranger ici les images, etc. Vous qui êtes devenu un peu un habitué de ces milieux-là, est-ce que les images que nous voyons, tout ce qu'on attend sur cette prison est un mouroir, cette prison, est-ce que c'est redondant? Est-ce que c'est de l'emphase ou c'est véritablement ce que vous voyez là-bas à la prison centrale de Makala? Surtout qu'on a vu que l'ancien ministre de la Justice, comment il s'appelle, Constant Moutamba a quand même lancé un certain nombre de travaux là-bas. Il nous a dit que les prisonniers mangeaient désormais 3 fois. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui? Je profite de cette question pour confirmer l'authenticité des images qu'avait publiées
Stanis Moujakera l'année dernière. Ces images sont vraies. Elles restituent la réalité de ce qui est vécu dans la prison de Makala, une prison surpeuplée où les conditions de détention sont les plus déplorables, pas de soins de santé pour les prisonniers. Et les choses ont changé un peu avec des désengorgements assez massifs opérés par Constant Moutamba. Mais sinon, avant ces désengorgements, c'est des morts qui étaient enregistrés chaque jour, près d'une dizaine chaque jour. Il y a des gens qui entrent dans cette prison valide et qui en sortent complètement foutus, complètement, qui en sortent comme des légumes. Voyez-vous, dans la prison, dans les cellules où les gens sont entassés, où ils ne savent pas dormir, ils n'ont pas d'endroit pour dormir, ils restent assis ou debout à longueur de journée, dans la même position. Au bout d'un certain temps, leurs articulations perdent leur flexibilité et ces gens n'ont pas de soins et ça finit par leur amener de blessures qui sont très, très mal soignées. Et donc, des gens sortent de là infirmes alors qu'ils y étaient entrés valides. C'est regrettable. Et cette question de combien de fois les gens mangent par jour, ben, j'ai été très choqué de voir que même certains journalistes qui même avaient séjourné à Makala comme détenus écrivaient que les gens mangeaient 3 fois jour. Mais comment est-ce qu'on peut servir 3 repas à 10 000, 15 000 personnes pour lesquelles on prépare avec du bois? Est-ce que les gens savent qu'on prépare avec du bois la prison de Makala au moment où nous nous battons pour préserver l'environnement? Vous pouvez vous demander combien de quantité de bois, combien nous déboisons chaque jour pour préparer la nourriture de prisonniers à Makala. Avec du bois, vous pouvez préparer 3 fois dans une journée pour 15 000, 10 000, 12 000 personnes. Est-ce possible? Tous savent qu'il y a un seul repas et de très mauvaise qualité qui est servi et c'est à la fin de la journée. De très, très mauvaise qualité. J'aurais aimé que ces journalistes qui parlent d'un repas 3 fois le jour et qui vantent la qualité de ce repas-là, j'aurais aimé le voir à la prison avec Constant Moutamba pour goûter eux-mêmes ensemble tous à ce repas-là. C'est immonde ce qui est servi à Makala, immonde. Il faut reconnaître tout de même un petit progrès, une évolution, c'est que le Vungure n'est plus servi. Le Vungure, c'était quoi? C'était ce repas-là, fait une recette faite à base de maïs et des haricots. Hein. Mais pas de maïs frais à servir à table. Non, le maïs séché qui doit être passé par le moulin pour être transformé en farine. C'était un très mauvais repas. Bon, il y a eu quand même des progrès. Aujourd'hui, on vous dira, et j'ai vécu ça, il y a des jours où on sert du foufou, des légumes, notamment comment nous l'appelons, matembele et du poisson. Mais mon Dieu, il faut voir ça maintenant. C'est matembele, poulet et c'est-à-dire quoi? C'est en très mauvaise qualité, c'est pas bien cuit, c'est pas bien préparé. Quand vous dites que c'est en mauvaise qualité, c'est pas bien cuit, c'est pas épicé. Et vraiment, je vous dis, parlant de quantité encore, c'est beaucoup plus grave. C'est beaucoup plus grave. Imaginez-vous que le foufou à la prison centrale de Makala est servi dans un gobelet. Vous vous imaginez un foufou qu'on vous amène dans une bassine et on vous le sert dans un gobelet. Vous pouvez imaginer la qualité de ces foufous-là? Dans un gobelet. Les foufous, nous savons que traditionnellement, il est préparé et servi en boule. Oui, ça, c'est pas de la mais c'est pas du foufou. Il est servi. Alors, donc, c'est pas du foufou. Donc, il y a une amélioration, on peut le dire, mais en tout cas, beaucoup reste à faire. Mike Moukebaye qui nous faisait donc son témoignage d'ancien prisonnier des Makala. En tout cas, tout ce que moi je vous souhaite, c'est de rester éternellement dehors. Mais non, je connais la famille, je connais votre épouse. J'aimerais vraiment qu'on l'épargne un peu de ces tours-là, de Selema ou en passant par Bandal, qu'elle se calme un peu. En tout cas, c'est mon souhait pour vous. En tout cas, c'est mon souhait. Vous êtes un aîné, un frère, un ami, un ancien confrère. Donc, je vous souhaite vraiment de rester éternellement au pouvoir. Allez, Mike, je vous ai appelé aujourd'hui parce que je voudrais quand même qu'on parle de l'actualité politique et j'ai vu votre activisme médiatique par rapport à ce qui s'est passé au Kenya. Vous le savez, le 15 octobre dernier, Kabila a mis en place une nouvelle plateforme qu'on appelle Sauvons le Congo. Première question, comment vous analysez-vous cette volonté de Kabila? Pourquoi aujourd'hui et pourquoi Kabila a-t-il décidé de mettre cette plateforme? Comment vous commentez la mise en place de cette plateforme?
Non, j'ai pas de commentaire particulier à faire. Chacun d'entre nous, à son propre niveau, prend des initiatives. Récemment, nous avons vu Martin Fayoulou aller dans le sens de mettre en place un camp de patrie, une initiative très, très controversée. Il est allé jusqu'à rencontrer Félix Tshisekedi et puis bon, il s'est rétracté lui-même sans trop fournir d'explications au grand public. De notre côté, nous, Ensemble pour la République, vous avez vu que nous nous sommes réunis il y a quelques mois à Bruxelles pour tenter un peu de revivifier notre parti et nous sommes sortis de là avec une ligne bien claire et une projection pour l'avenir. Kabila aussi a pris une initiative de son côté. Il a réuni les siens, ceux qui adhèrent à sa façon de voir les choses et ils ont mis en place ensemble ce qu'ils appellent coalition Sauvons la RDC. Je ne peux qu'encourager. Mais par rapport à Sauvons la RDC, la grande question, c'était quand même l'absence de Moïse Katumbi. Certains disent qu'il a bel et bien reçu l'invitation, mais des problèmes d'ego, son égocentrisme, et surtout sa volonté à ne pas s'afficher d'une certaine manière derrière Kabila, aurait pris les déçus au point de l'amener à ne pas venir. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est un mauvais message que vous, ensemble, vous, Katumbistes, vous envoyez au peuple congolais au moment où on a besoin de l'unité pour lutter contre la dictature qui est Félix Tshisekedi installe au pays? Pourquoi Katumbi n'est-il pas venu? Pourquoi n'a-t-il pas répondu à cette invitation? La verticalité du leadership de la coalition Sauvons la RDC, cette verticalité, disais-je, n'est pas de nature à favoriser, à aller vers une cohabitation avec un leader de la trempe de Moïse Katumbi. Nous aurions aimé que les choses soient discutées autour d'une table, je l'ai déjà dit, je le répète ici, pour que nous nous mettions d'accord sur le cheminement à entreprendre en commun. Ça n'a pas été fait et donc nous avions pris la précaution de ne pas nous présenter. Je crois que c'est très légitime et responsable parce qu'au bout du compte, chacun s'assumera devant l'histoire. Vous me dites qu'au moment où l'unité de l'opposition s'impose, vous ne l'avez pas dit en ces termes-là, mais c'est à peu près ça. Je peux vous dire, ça vous surprendra, l'unité de l'opposition est nécessaire, mais elle n'est pas indispensable en ce moment-ci, tant que le rapport de force sera dicté par les belligérants. Ce qu'il y a à privilégier au niveau de l'opposition, c'est plutôt une sorte d'harmonie dans une attente pour que le moment venu, chaque fois que le besoin se fait sentir, nous puissions agir de manière ponctuelle ensemble face à Félix Tshisekedi. Et ça, nous l'avons toujours fait par le passé et nous sommes disposés à continuer à procéder de cette façon-là. Qu'est-ce que vous voulez dire aux Congolais? Qu'aujourd'hui, pour vous, il n'est pas nécessaire qu'il y ait une sorte d'unité autour de l'opposition face à la férocité, à la dangerosité de la tyrannie que le pouvoir Tshisekedi impose au pays aujourd'hui? Non, j'ai été très clair. J'ai dit qu'elle est nécessaire, mais pas indispensable, et que dans l'entretemps, nous maintenons le procédé auquel nous recourons chaque fois que nous devons répondre à Félix Tshisekedi, à savoir nous mettre de manière ponctuelle ensemble et d'entreprendre une action. Et ça, nous continuons à le faire. C'est aussi une façon de préserver l'unité de l'opposition, sans forcément être tous dans une même coalition. Vous parlez d'une sorte de verticalité du leadership des Sauvons le Congo. Mais est-ce que cette verticalité n'est-elle pas née de l'absence des Katumbi? C'était pas de la génération spontanée. C'était les participants qui ont décidé de désigner Kabila. Est-ce que si Katumbi était venu, par exemple, peut-être qu'avec ses opinions, peut-être que lui serait, je sais pas moi, autorité morale, ou peut-être que les idées auraient changé. Est-ce que la question du boycott, de la chaise vide, vous ne tirez pas des leçons de toutes les conséquences que ça a amené au pays? Ce que vous dites là aurait dû être réglé en amont entre les deux leaders. C'est dommage que certains pensent que Katumbi pouvait faire le déplacement pour discuter de ces questions-là sur place. À mon entendement, à moi, ces préalables-là auraient dû être réglés en amont entre les deux leaders, en face à face, en tête à tête. Ça n'a pas été fait. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que pour vous, avant Nairobi, il fallait que Katumbi et Kabila se rencontrent en coulisses, préparent la chose ensemble avant de l'amener à Nairobi? Mais pas en coulisses, qu'ils se rencontrent, c'est tout. Pas en coulisses. Non, mais ils se sont rencontrés à Addis Abeba. Ils s'étaient rencontrés à Nairobi et il y avait eu de très bonnes discussions, des discussions franches. Ils auraient dû poursuivre ces discussions-là.
plutôt que de partir de là et de nous mettre devant... Non, mais le cadre Nairobi n'était-il pas les cadres... Est-ce que vous ne pensez pas qu'aujourd'hui, l'égocentrisme de Katumbi risque de poser problème? Parce que vous dites qu'il fallait discuter, mais on lui a donné les cadres, il a décidé de boycotter, de ne pas venir. Non, je dis ceci, que ces discussions ont commencé à Nairobi et tout ce monde-là n'était pas là. Ces discussions ont commencé à Nairobi en tête-à-tête. Elles auraient dû se poursuivre sous ces formats-là avant d'en arriver à la grande plénière. Et ça n'a pas été fait. C'est dommage. On parle maintenant d'égocentrisme de Katumbi quand il s'agit de questions à débattre entre des leaders. Je ne vois pas là où Katumbi est égocentrique. Quand Kabila avait décidé au départ de le rencontrer à Addis Abeba, il n'y avait pas d'égocentrisme. Ils l'avaient rencontré en tête-à-tête, ils ont discuté. Pourquoi sortir de ces discussions-là bilatérales qui n'avaient pas encore assez progressé et aller directement à la grande plénière? C'est cela la grande question qui n'a pas trouvé de réponse. Il n'y a pas d'égocentrisme. Je l'ai dit, nous sommes prêts à faire des concessions et nous le ferons pour l'intérêt général. Je vous ai titillé un peu en parlant de votre activisme médiatique. Je vous ai suivi clairement. Vous avez dit que Kabila a fait ses 2 mandats. Il est hors des questions que vous allez, vous l'avez pas dit comme ça, laissez-moi utiliser mes propres mots. Il est hors des questions que vous allez vous agenouiller derrière Kabila qui a déjà fait ses 2 mandats, etc. Donc pour vous, il est aujourd'hui clairement question des luttes et des leaderships. Hors des questions de laisser à Kabila qui a déjà géré le pays s'afficher en leader en donnant ou en mettant de l'ombre à Moïse Katumbi, si les Congolais doivent comprendre bien. Est-ce qu'on peut y aller sincèrement, toi et moi? Si on peut y aller sincèrement, et même avec les autres, si on peut faire comme si les autres allaient participer à ces débats, que nous les transposions aux autres opposants qui ont pris part aux discussions de Nairobi. Nous avons un leader présidentiel qui a l'envergure pour accéder au pouvoir demain et diriger le Congo, et nous travaillons pour ça. C'est cela, en fait, pourquoi nous travaillons au niveau d'ensemble, pour aligner des candidats à tous les niveaux, faire élire Katumbi comme président de la République. Je peux poser une question. Bon, si jamais cette plateforme pourrait perdurer, traverser les dialogues et se projeter à 2028, qui sera le candidat? Nous avons vécu cette expérience et nous en avons tiré de leçons. Nous sommes allés tête baissée dans l'Union sacrée sans discuter des questions de cette nature. Et une fois là-dedans, il n'y a pas eu d'harmonie. Et vous savez dans quelles conditions nous avons quitté l'Union sacrée? Est-ce qu'on peut poser cette question-là? Posons-la. Qui sera le candidat pour cette coalition? Et donc demain, quand nous serons à nous exprimer là-dedans et nous dire aux autres que c'est nous, on vous dira non, c'est pas vous. Et là, vous en serez. C'est là le problème avec Katumbi. Le pouvoir pour le pouvoir. Absolument le pouvoir. Pour le moment, dans votre tête à vous, dans la tête de Katumbi, c'est le pouvoir. Alors que le pays a des situations compliquées, il est hors de question. Vous projetez déjà la volonté d'arriver au pouvoir. C'est ça le problème. Non, allons-y. Question après une autre. Celle-là, je la pose aujourd'hui. Il n'est pas exclu de réfléchir à cette question pendant que nous travaillons à consolider l'unité de l'opposition. Il n'est pas exclu. Pourquoi vous ne voulez pas réfléchir sur cette question-là? Parce qu'elle nous rattrapera. Pourquoi cette hypocrisie? Elle nous rattrapera. Nous en avons payé, le prix fort sur cette question dans le rang de l'Union. Pourquoi voulez-vous pas qu'on la pose aujourd'hui? Pourquoi cette hypocrisie-là? Pourquoi cette politique d'autruche? Alors que nous finirons bien par répondre à cette question-là. Et réfléchir et anticiper cette question ne signifie pas sacrifier l'unité de l'opposition. Les deux ne sont pas incompatibles. Les deux peuvent bien être mis ensemble et vous trouvez un accord et vous avancez. Parce que vous le savez, moi je le sais, que cette question-là se posera. Alors non, vous dites non, faisons semblant, hein, on peut y aller et puis le moment venu, on dira, ben voilà, ils se divisent. Ils se divisent parce qu'au départ, ils n'ont pas voulu parler franchement et sincèrement. Nous pouvons parler de toutes ces questions-là aujourd'hui. Tout comme nous pouvons nous dire que nous y allons dans une plateforme pour préserver l'unité de l'opposition, mais que le moment venu, chacun prendra ses responsabilités. C'est aussi une forme de préserver l'unité. Mais nous ne voulons pas, en tout cas moi, Moukébaï, et ce qui est perçu comme une sorte d'embrigalement est un fait accompli pour que le moment venu, nous n'ayons plus le marge de manœuvre, nous, d'exprimer nos ambitions. C'est légitime en politique. En quoi est-ce que c'est égocentrique?
Qui d'entre nous ne cherche pas à gagner le plus possible de sièges à l'Assemblée nationale, dans les assemblées provinciales, accéder à la magistrature suprême? De l'ambitionner devient de l'égocentrisme. Il est bien dit dans nos partis politiques, dans chacun de nos partis politiques, que l'objectif, c'est la conquête du pouvoir et de mettre en œuvre maintenant cette conquête du pouvoir devient égocentrique. Qu'avons-nous sacrifié à ces jours? Sur quoi avons-nous empiété? Sur rien. Puisque de toutes les façons, nous restons ouverts aux discussions. Et s'il y a une brèche, nous discuterons. Mais les gens qui vous reposent des choses estiment que vous mettez la charrue devant les bœufs d'une certaine manière. Est-ce que le combat aujourd'hui, c'est de discuter de la question du remplacement de M. Tshisekedi, ou plutôt de la question de son départ et de la question d'une certaine manière de freiner son voilà, je reviens beaucoup sur le mot, sur sa dictature. Est-ce qu'aujourd'hui, il faut commencer déjà à penser qu'il va remplacer Tshisekedi, ou plutôt combattre la dictature, la tyrannie qui s'est installée aujourd'hui à la tête du pays? On sait que Tshisekedi a la volonté de changer la constitution, on sait que Tshisekedi ne veut pas le dialogue. Est-ce qu'il ne faut pas se réunir dans le cadre de l'opposition pour réfléchir, mettre en place des mécanismes pour pousser ces messieurs, l'affaiblir d'une certaine manière, ou plutôt obtenir son départ, plutôt que de commencer déjà à penser sur qui va le remplacer? Ben déjà là, je ne suis pas d'accord avec toi, Perrault, quand tu parles de combattre la dictature. Je pense qu'aujourd'hui, notre grand combat, nous tous, l'enjeu majeur autour duquel nous nous battons tous, c'est d'obtenir le dialogue. La dictature a été assez affaiblie, même quand tu parles de cette volonté de Félix Tshisekedi de changer la constitution, je ne vois pas comment il peut matérialiser ces projets-là. C'est vrai que, parce qu'ils y avaient pensé et qu'ils n'ont pas pu concrétiser leur projet, certains, ça leur est resté au travers de la gorge, ils continuent à le pousser, mais pratiquement, comment il va le faire? Il ne faut pas qu'on agite des fantasmes pour nous amener à ceci ou cela. C'est un fantasme aujourd'hui que Tshisekedi va changer. Qu'est-ce qu'on peut m'expliquer concrètement comment il va faire? Est-ce qu'on peut m'expliquer avec 2 capitales de province occupées? Dites-moi un peu. Il va le faire comment? Donc si vous vous réveillez aujourd'hui, il dit qu'il change la constitution, pour vous c'est impossible, il ne le fera plus. Non. Attends. Malheureusement, c'est toi qui poses des questions, moi je réponds. Mais à ceux qui véhiculent cette idée-là, je leur pose la question. En pratique, il le fait comment? Il le fait comment ici? Comment il le fait en pratique? Je suis sûr même qu'Antonio Guterres l'appellera pour dire, mais monsieur, tu veux brûler ton pays ou quoi? Je suis sûr qu'il appellera. En pratique, comment il va le faire? Alors, on part sur base de fantasmes pour nous conditionner à prendre position dans ce sens ou dans l'autre. C'est grave ce que vous dites. C'est grave ce que vous dites. Regardez la caméra. Vous dites aux Congolais aujourd'hui que la question du changement de la constitution était un fantasme. Tshisekedi ne le fera pas. Aujourd'hui, c'est un fantasme. À moins que la donne change. Il fera comment? Qu'on m'explique. Moi, je réfléchis. Comment est-ce qu'il fera comment? Vous croyez autant à Tshisekedi? Vous croyez autant à la lucidité et à l'intelligence de M. Tshisekedi? Vous, Mike Moukébaï, ça me surprend. Vous croyez que Tshisekedi est lucide et intelligent au point de faire les choses avec intelligence et lucidité? Non, c'est là le problème. Je vais réfléchir avec ceux qui propagent cette idée. Qui m'explique? Il ne suffit pas de venir me dire que Tshisekedi veut le faire. Je vais avoir des hypothèses sur la table. C'est-à-dire que vous croyez à la lucidité et à l'intelligence de Tshisekedi, pas vous, Mike Moukébaï. Non, Tshisekedi, c'est pas ça. Il est capable de... Non. Mais c'est ce que vous voulez dire. Vous dites que logiquement, dans la situation actuelle, il ne peut pas le faire. C'est-à-dire que vous mettez votre intelligence et votre lucidité, vous croyez à Tshisekedi. Non. Je veux qu'on me présente des hypothèses sur la table. C'est cela ce que je veux. Qu'on me présente des hypothèses. Comment il les fera? 2 capitales de province. D'ailleurs, déjà quand il s'agit des élections générales, si une capitale de province est occupée, qu'elle prévoit la Constitution, que les élections ne peuvent pas être organisées. Et ici, il s'agit de la Constitution de la République. Vous allez la changer en excluant 2 provinces. Vous vous rendez compte, est-ce que c'est faisable, ça? Comment mettre des hypothèses de qu'on discute, plutôt qu'on vienne me dire, oui, il veut changer, et on attend de moi de dire, ouais, il veut changer. Non. Qu'on mette des hypothèses sur la table, comment il va le faire? Vous savez que le pays est déjà en guerre. Et qu'engager une telle initiative, qui est susceptible de provoquer des troubles dans certaines parties de la République, va affaiblir davantage le régime de Kinshasa. Je crois que quelque part, ils se ressaisissent quand même, ils réfléchissent. Vous réfléchissez à la fin du Tshisekedi. Ça, c'est vous qui réfléchissez. Vous pensez que Tshisekedi réfléchit comme ça. Pas vous.
Vous représentez Tshisekedi. Je suis étonné que vous défendiez Tshisekedi aujourd'hui, Mike Mukebai. Non, laissez-moi être libre. Laissez-moi être libre et réfléchir. Laissez-moi poser des questions. Laissez-moi aussi exprimer mon étonnement. J'ai déjà répondu. Je demande moi, ce qui me surprend, c'est de voir que Tshisekedi est un homme lucide et que c'est un homme intelligent capable de... Non, c'est pas ça. Je ne vais pas entrer dans cette considération-là. Je demande à ceux qui propagent cette idée de me présenter les hypothèses. C'est cela, réfléchir. C'est cette façon de faire les choses. Donc, on veut pousser Mike Mukebai à prendre position dans un sens orienté et on part d'un fantasme. Non, il faut que tu y ailles parce que Félix Tshisekedi. Moi, j'ai réfléchi et je me dis, sur le plan pratique, je ne vois pas comment est-ce possible. Alors, ceux qui pensent que c'est possible, qu'ils m'opposent des hypothèses, là, c'est aussi simple. Une allégation, Mukeba, il dit oui. Eh bien, sans argumentation, sans une quelconque démonstration. Ben donc, on ne réfléchit plus, quoi. Il faut qu'on me fasse vraiment une démonstration, quand je vois qui c'est faisable. Alors, qu'est-ce qui a poussé Félix Tshisekedi à renoncer au changement de la Constitution? Est-ce que ces conditions qui l'ont poussé ont-elles changé aujourd'hui pour qu'il revienne? Ces conditions ont-elles changé? C'est de lui-même qu'il y a renoncé, sans d'ailleurs crier gare. Vraiment, comme ça, de lui-même un matin, moi j'étais encore en prison, j'ai appris que même on commençait à enlever les affiches, ainsi de suite, partout. Est-ce que ces conditions ont changé? Pour qu'il revienne avec cette idée funeste, cette idée lugubre. Dites-moi, qu'est-ce qui a changé? Plutôt depuis ce temps-là, il y a eu bien de progrès qui ont fait que Kinshasa est en défouté. Et je ne vois pas dans ce condition-là comment Kinshasa... Et en termes de moyens, changer la Constitution implique une campagne, quand je parle des risques de confrontation de populations dans certaines parties de la République, mais le moyen, pendant que le pays connaît une guerre qui demande déjà de gros moyens, et lui-même déjà psychologiquement, c'est détourner même l'armée du terrain militaire, détourner l'opinion du terrain militaire pour dire, bon, ça va, ne regardez plus l'Est, maintenant, regardez dans le sens du changement de la Constitution. Je me demande, moi, s'il en a encore la capacité, la possibilité de s'engager dans cette voie, qu'on ne pose pas un fantasme, qu'on me démontre que oui, et voici les conditions dans lesquelles il peut le faire. C'est cela, c'est juste réfléchir. Alors, on parle de ces fantasmes-là, et au nom de ces fantasmes, on dit, bon, vous ne voulez pas de l'unité de l'opposition, alors que Tshisekedi veut, comme si nous n'avons pas voulu. Ah non! C'est une unité qui doit être construite, bâtie autour d'un consensus. Ne demandez pas une unité où nous venons et de manière unilatérale, certains prennent des initiatives et nous disons Amen. Nous avons une volonté. Nous avons des idées à nous. Et tout ce que nous demandons, c'est de discuter, parvenir à un compromis. Qu'est-ce qu'il y a de plus légitime que de formuler cette exigence face à un partenaire ou au partenaire? C'est ça le problème. Donc, nous aurions dû faire le déplacement et arriver et dire oui. Ah non, quand même. Ah non, quand même, Pierrot. Vous me permettez d'ouvrir une parenthèse quand vous parlez du fantasme de M. Tshisekedi et vous dites que les conditions qui l'ont amené à faire marche arrière sont d'ailleurs devenues un peu plus... sont devenues pires aujourd'hui. Ça veut dire que derrière le rideau, vous saluez l'action de l'FCM 23 d'une certaine manière. Si l'FCM 23 n'avait pas existé, Tshisekedi aurait probablement... Je ne peux pas... Je pose... Laissez-moi finir la question. Je sais que cette question-là... Là, tu m'as attribué une opinion là, que je n'ai pas émise, moi, personnellement. Vous dites ceci. Vous dites que Tshisekedi, sans crier gare, d'ailleurs, c'est vous qui le dites, est revenu sur sa décision de changer la Constitution, et vous dites que les conditions qui l'ont amené à ce retrait n'ont pas changé. Alors, je vais faire un syllogisme où je vais réfléchir à être logique avec vous. Bravo à Corneille Nangaa, il nous a quand même amené à empêcher ce monsieur à changer la Constitution. Sans les dire, d'une certaine manière, vous saluez l'action menée par la rébellion de la FCM 23.
Je ne salue pas l'action menée par la rébellion du 23, j'ai fait un constat. Ça saute aux yeux, c'est clair. Non, mais ce constat est quand même positif. Il nous a permis de ne pas changer la Constitution, Mike. C'est ce que vous voulez pas dire. Moi, je vais tout simplement... Ce n'est pas le lieu ni le moment. Je crois que j'ai fait ce constat et je m'arrête là. Je vous connais assez courageux, même si je ne veux pas vous envoyer en prison une fois de plus. C'est-à-dire que j'essaye d'analyser, de comprendre la pensée. Vous dites que les conditions l'ont amené sans qu'il y ait égard de pouvoir se retirer et ces conditions n'ont pas changé. En coulisses, vous voulez dire, bravo Corneille Nangaa, tu nous as empêché, tu as empêché à ces messieurs de nous changer la Constitution, Mike Moukebaye. J'ai répondu, j'ai dit que c'est un constat que j'ai fait. Sans pouvoir émettre le moindre jugement de valeur. C'est un constat. Laissez-moi continuer dans cette parenthèse. Je reviendrai très vite. Je sais qu'elle est tellement sensible et je voudrais pas avoir des problèmes avec votre épouse et avec votre famille avec laquelle je suis très proche, vous le savez. Mike, comment vous considérez l'AFC? Est-ce une rébellion? Est-ce qu'il y a des pantins? Est-ce qu'une révolution, parce qu'eux-mêmes ils se considèrent comme membres de la révolution, est-ce que vous comprenez ce que Corneille Nangaa et son AFC M23 mènent dans l'Est de la République? J'ai pas très bien compris la question. J'ai dit, quelle est votre position par rapport au combat mené par l'AFC M23, Corneille Nangaa en particulier? Est-ce pour vous, c'est un rebelle, c'est un révolté, c'est un révolutionnaire, c'est un pantin, c'est une marionnette du Rwanda? Comment vous qualifiez les combats et l'homme Corneille Nangaa par rapport à ce qu'il fait dans l'Est de la République? Oui, je constate que l'AFC M23 est devenu aujourd'hui un interlocuteur de Kinshasa et les deux parties discutent à Doha et c'est... positif pour faire avancer la paix. Voilà comment je prends l'AFC-M23 aujourd'hui. Vous ne les condamnez pas, ce n'est pas des agresseurs, ce n'est pas des pantins, ce n'est pas des marionnettes du Rwanda pour vous? Je n'ai jamais émis de jugement de valeur sur les menées de Corneille Nangaa et j'ai dit que ce n'est pas le lieu ni le moment de le faire. Non, mais c'est la question que je pose. Pour vous, Nangaa, c'est un libérateur? Est-ce que c'est un rebelle? Est-ce que Mike Moukebaye, comment vous considérez? C'est un interlocuteur du pouvoir de Kinshasa. Voilà. Mais on dit de vous, Mike, que vous n'avez jamais condamné l'agression menée par le Rwanda. Vous n'avez jamais condamné les morts. Vous n'avez jamais condamné l'action des corps. Soit on est blanc, soit on est rouge. Soit on condamne, soit on ne condamne pas. Ces mesures de précaution que vous prenez avec tout ce que vous dites là, les Congolais comprennent que vous êtes en réalité quelqu'un qui ne condamne pas ce qui se passe dans l'Est de la République. J'ai entendu ces réponses-là, on me l'a fait plus d'une fois. Et chaque fois que j'entends ces réponses, je suis très étonné. Félix Tshisekedi a délégué ses représentants qui ont participé à des négociations à Washington, qui ont abouti à l'accord de Washington. Les représentants de Félix Tshisekedi ont été incapables d'obtenir à ce que ça soit fait mention dans l'accord qu'il s'agit d'une agression. Ils ont été incapables de faire mention, d'imposer à ce que l'accord parle du retrait des troupes rwandaises. Au tout début, je n'y comprenais rien. Je prenais ça peut-être pour de l'alchimie, cette formule qu'ils ont sortie, de commun accord avec le Rwanda et le médiateur américain, lever de mesures offensives. Je n'ai jamais compris ce que ça signifie. Comme si pas un seul soldat rwandais n'avait traversé la frontière et qu'il s'agissait de mesures défensives placées à la frontière par le Rwanda pour se protéger d'une éventuelle menace qui proviendrait de la République démocratique du Congo. Ils n'ont pas pu le faire. Et Félix Tshisekedi a reçu Madame Thérèse Kayikwimba avec fierté. Bon, tu as obtenu l'accord historique. Toi, tu es en exil, tu es à Bruxelles, moi, je suis ici. Je ne sais pas si tu as vu des images qui montraient les panneaux qui ont été dressés ici à Kinshasa en hommage à Félix Tshisekedi. Oh, il est fabuleux, c'est Félix Tshisekedi. Il a réussi à régler avec les stylos ce que on pensait régler par les armes. Il est stratège. Qu'est-ce qui n'a pas été dit? Il a été vanté. Et puis, pour finir, il se rend compte qu'il s'agit des échecs. Et alors, il faut se défouler de ces échecs-là. Pour s'en défouler, c'est à nous, les opposants, de venir condamner. Eux qui ont été à la table de négociation n'ont pas été capables. En ce moment-ci, ils sont en discussion avec Doha.
à Doha avec l'AFC M23. Et vous remarquerez que dans la déclaration de principe qui a été signée par les deux parties, déjà au tout départ, dans le communiqué conjoint, il est nullement fait mention des pantins, des émissaires du Rwanda, rien de tout cela. Alors, si eux-mêmes n'arrivent pas à imposer cela, et alors c'est donc à nous maintenant de les aider à se défouler de leurs échecs. On n'est pas là pour faire ce travail-là pour eux. Ils avaient l'initiative de dire oui ou non. Alors, vous y allez, vous baissez la culotte vous-même et vous venez ici, c'est nous maintenant de la relever pour vous. Ah, vous allez vous balader dans la rue avec votre culotte baissée. On reviendra sur cette question quand on va ouvrir le dossier de l'Est et de la République. Laissez-moi finir avec Nairobi. Je vous ai également suivi dire on ne peut pas nous imposer à aller à Nairobi tête baissée. Il faut d'abord que l'on sache un peu apurer le passé, le présent, l'avenir. Comme si la gestion des Kabila, vous étiez encore resté un peu à travers la gorge. Pour vous, au-delà de tout, Kabila, c'est pas un homme à sanctifier malgré sa nouvelle posture au niveau de l'opposition. J'ai l'impression que vous voulez qu'il soit encore de nouveau comptable sur sa gestion, sur ce qu'il a fait. Je vous ai suivi dans une émission exiger ce genre de choses. J'insiste beaucoup. Ce que je vais dire ici n'engage que Mike Mukebai. Je ne veux pas qu'à un moment ou à un autre, que ce soit attribué à tel ou à tel autre. Il s'agit de mon opinion. Je reste convaincu que si nous voulons assurer la paix sociale demain, il faudra nous réconcilier au dialogue national inclusif. Et dans ce dialogue, Kabila a une part importante à assumer. Ne nous demandez pas, je ne l'accepterai pas, ne nous demandez pas d'aller au dialogue demain et de nous dire tout ça va, ce qui a été fait par le passé, nous passons l'éponge et allons-y. Mais ce n'est pas que moi. Je projette une sorte de procès contre qui que ce soit. Il n'y aura pas de procès. Sinon, ça ne va pas nous aider à avancer dans la voie de la paix. Sans les dire, c'est ce que mais il faudra bien que chacun assume ses responsabilités. Et dans un élan général, qu'on aille vers une véritable réconciliation sincère qui nous permette enfin de nous dire que nous nous sommes pardonnés les uns et les autres et que nous pouvons maintenant aller vers le vivre ensemble. Ça, nous devons le faire. Autant que Félix Tshisekedi aussi a une part importante à assumer. Il y a des morts à mettre sous le compte du régime d'hier, il y a des morts à mettre sous le compte du régime d'aujourd'hui. Et nous voulons que nous passions l'éponge comme ça? Est-ce que c'est comme ça que nous pouvons construire un Congo fort réuni? Moi, je ne demande pas de faire le procès de tel ou tel régime, mais nous devons procéder à cette réconciliation. Et pour procéder à cette réconciliation, pour y arriver, nous devons nous dire la vérité les uns les autres. Ayons ce courage-là de nous assumer. Quand je dis voir le passé, le présent, aujourd'hui, l'avenir, c'est cela que j'entends. Si j'ai aussi une part de responsabilité, il m'appartiendra. Félix Tshisekedi, davantage. Alors, si les gens pensent que Félix Tshisekedi est pire et qu'il y a des choses dont il est comptable, et donc on peut maintenant exonérer tout ce qu'il y a eu de répréhensible, tout ce qu'il y a eu de pas bien dans le régime passé, et là, exonération totale? Ah non, pas de procès, mais pas non plus d'exonération totale. Il faudra se dire la vérité. Mais quand vous dites pas d'exonération possible, vous voulez que Kabila fasse quoi? J'ai vu certains activistes... J'ai vu certains activistes qui étaient avec vous à un moment donné attaquer Katumbi, parfois même vous attaquer. Vous ne pouvez pas vous afficher avec Kabila. Rappelez-vous des Rossi Mukendi, Mike, tu as été arrêté, tu as été gazé. Rappelle-toi de Thérèse Kapangala, rappelle-toi de ceci, rappelle-toi de cela, comme si Kabila était un homme qui ne devait pas être fréquentable de la part des gens qui vous ont combattu. Du coup, quand je vous entends, j'ai l'impression que c'est des gardes, des mesures de garde que vous prenez pour peut-être satisfaire cette autre opinion. Vous attendez quoi de Kabila pour vous? Kabila, c'est pas un homme fréquentable. Il faut qu'il vienne s'agenouiller devant vous. Bon. Là c'est quand même grave l'insinuation là que Perrault fait pour dire que la position de Mike Mukebai tend à satisfaire une opinion.
Donc, Perrault imagine que ça ne peut pas être une conviction intime de Mike Moukebaï. C'est quand même très grave là, de penser que je cherche à satisfaire. Sincèrement, j'ai vu une opinion dans ce sens-là. Et tu ne dis pas peut-être que c'est moi qui influence cette opinion-là. Comment moi je vais chercher à la satisfaire? Parce qu'il s'agit des événements vécus à un moment de notre histoire et qui ont forgé une certaine opinion dans chacun d'entre nous. D'exprimer cette opinion ne signifie pas que moi je cherche à satisfaire tel ou tel courant. Non. C'est des choses qui nous ont marquées dans notre âme, dans notre chair, dans un cheminement commun quand nous étions dans l'opposition. Normal qu'au moment où nous projetions un dialogue national inclusif, que nous disions que c'est le moment de régler cette question-là, mais de les régler par la voie d'un compromis, d'un consensus. Ça a été fait ailleurs. Nous avons l'exemple de l'Afrique du Sud avec la Commission Vérité et Réconciliation. Ça a permis de penser les plaies et puis de se retrouver entre Sud-Africains et donc d'ouvrir la voie au développement de l'Afrique du Sud. Pourquoi pas nous? C'est une idée assumée. Moi, j'assume. Voilà. Vous avez dit également dans votre argumentaire qu'il n'est pas question de faire une exonération totale de ce qui a été fait dans le passé parce qu'il y en a qui pensent que Tshisekedi aujourd'hui est pire. Vous avez dit parce qu'il y a des gens qui pensent. Qu'est-ce que Mike Moukebaï pense? Vous avez combattu Kabila, vous êtes aujourd'hui dans l'opposition contre Tshisekedi. Vous mettez les deux sur la balance. De quel côté pencherait votre cœur? Qui fait pire que l'autre? J'ai toujours dit que je ne peux pas me laisser aller à cette comparaison, donner un avis qui est mieux. Je suis toujours abstenu de donner mon avis, me contentant de dire que comparer Kabila et Félix Tshisekedi, c'est de me demander de comparer les mâles et les pires. Les mâles, c'est qui et le pire, c'est qui? Ah, j'ai jamais voulu attribuer le mal à l'un et le pire à l'autre. Je crois que les Congolais savent qui est le mal et qui est le pire. Non, mais il y a certains des gens qui sont avec vous qui disent qu'en coulisses, vous dites que Tshisekedi est pire que Kabila. Hein. D'ailleurs, en comparant sa femme, vous avez dit que Olive Lembe avait plus de dignité que ce que vous voyez aujourd'hui. Ce que vous voyez aujourd'hui, vous l'avez jamais vu à l'époque de Kabila que vous avez combattu. Sans les dire clairement entre les lignes, on peut comprendre que le mal c'est Kabila, le pire c'est Tshisekedi. Mais là-dessus, j'ai été assez expressif quand tu parles d'Olive Lembe. J'étais clair là-dessus. En fait, ce que je voulais dire, c'est que l'image de la femme, celle que ma mère m'a montrée tout petit jusqu'à l'âge adulte, j'ai vu cette image-là chez Olive Lembe. C'est cela. Qu'y a-t-il de mal là? Je n'ai pas condamné tel autre. J'ai dit, moi, cette image, je l'ai vue là. Parce que je remarquais que pendant toute cette période, ces 18 années de règne, de vie au palais, j'ai pas vu des audios fuités pour atterrir dans les réseaux sociaux quand même. J'ai pas vu ça. OK? C'est aussi clair que ça. Et du coup, les gens ont trouvé pratiquement, les gens se sont engouffrés dans ces sillons en disant, donc le pire c'est Tshisekedi, le mal c'est Kabila. Bon, ça c'est eux, hein? Ça c'est eux. Mike Moukebaï, vous parlez du dialogue. Croyez-vous que le dialogue changerait quelque chose? Les gens disent, Tshisekedi n'a jamais rien respecté. Il a signé des accords avec Kamere au départ. Aujourd'hui, on sait ce que c'est devenu. Il est allé signer des accords avec Kabila. Kabila est en exil aujourd'hui. Vous-même, vous êtes venu lui donner un coup de pouce dans son histoire d'union sacrée. Katumbi est avec moi aujourd'hui en exil. Quelle garantie avez-vous, vous qui appelez au dialogue avec Tshisekedi, que finalement, Tshisekedi ira dans un dialogue et qu'il va respecter ces choses? Ça, c'est la première chose. Et puis quand lui, Tshisekedi vous dit qu'il n'y aura pas de dialogue sous le format que vous demandez, commencez par condamner le Rwanda, commencez par nommer l'agression, est-ce qu'on ne se retrouve pas devant une sorte de cercle vicieux où on aura des difficultés à nous en sortir? Bon, donc la première question, c'est qu'est-ce que nous y croyons? Est-ce que Félix Tshisekedi, nous pouvons compter sur sa parole? Vous aviez dit que nous appelons au dialogue, alors que l'interlocuteur en face n'a pas de parole. Nous n'avons jamais, en tout cas, moi, j'ai jamais appelé au dialogue. Nous n'avons jamais appelé au dialogue. À ma sortie de prison, je l'ai dit, le dialogue s'impose. Si la question ne se règle pas militairement, il n'y a que le dialogue qui peut nous mettre autour d'une table et pouvoir dessiner le Congo de demain. Alors, faut-il continuer la guerre? L'écoute de cette guerre, l'écoute humaine.
Est-ce que l'une et l'autre partie qui sont engagées dans ces dialogues sont-elles prêtes à aller à un dénouement sur le terrain militaire? Est-ce que la communauté internationale est favorable à une issue comme celle-là, tragique, où nous allons compter davantage des morts? Vous connaissez bien la position de la communauté internationale, à savoir qu'il faut régler les causes profondes de cette crise qui dure depuis 3 décennies. Et régler donc les causes profondes implique une cessation des hostilités et de se mettre autour d'une table. Aussi, se trouve une partie qui pense qu'elle a le moyen de passer outre les recommandations, la position de la communauté internationale et de se donner une victoire militaire. Nous subirons, nous n'avons pas le choix. Nous subirons. Si entre les deux parties, il y en a une qui passe ainsi, nous n'avons pas le moyen de freiner un belligérant dans sa volonté de parvenir à une victoire militaire. Mais d'un autre côté, les dialogues s'imposent. Et nous l'encourageons, ces dialogues-là. Ils s'imposent comme la seule issue. Et donc, nous l'encourageons. Alors, Félix Tshisekedi a fait ceci par le passé, a fait telle autre chose par le passé. Et je crois que nous avons compris, nous avons appris de nos erreurs et de nos faiblesses. Ce sera à nous, en tant qu'opposition, à ces dialogues-là, de prendre des précautions pour ne pas nous faire rouler. C'est quand même assez ridicule de notre propre part à nous aussi, d'aller chaque fois à des discussions et de revenir pour prendre l'opinion à témoin. C'est à nous de savoir nous battre. Et je crois que cette fois-ci, la configuration ne lui permettra pas, parce que nous allons avoir une médiation assez sérieuse, celle qui sera conduite par... Vous aimez cette histoire de configuration, hein? Il ne changera pas la constitution non. Il sera un peu plus sérieux après les dialogues parce que la configuration... Attendez, Moukeba. Nous aurons. Je me pose la question, qu'est-ce que Tshisekedi a fait pour que vous le croyez autant aujourd'hui, hein? Non, nullement croire en Félix Tshisekedi. Mais c'est la seule issue qui s'ouvre devant nous. En fait, j'ai parlé de ces hypothèses. Si se trouve qu'une partie a la possibilité d'imposer une victoire militaire, qu'est-ce que nous pouvons nous faire contre une telle volonté? Nous sommes désarmés. Nous y allons avec ce qui est à la portée à notre portée. C'est cela. Nous sommes démocrates et donc nous encourageons le dialogue. Si d'autres pensent autrement, c'est à eux de neutraliser ces schémas-là. Quoique ce schéma-là n'est pas souhaitable à mon point de vue. C'est cela. Mais la deuxième question que tu as posée, c'était laquelle encore? C'était, je parlais du fait qu'il ne respecte jamais sa parole. Et puis la deuxième, c'était le fait qu'ils disent de vous que vous devez commencer à condamner. Il n'y aura pas de dialogue sous les formats que vous voulez, quoi. Ah oui. Non. Faites ce qu'il dit qu'il n'y aura pas de dialogue, sinon un dialogue à son goût, ou donc celui qui va donc décider, déterminer qui vient à ces dialogues. Donc lui-même qui est parti au conflit veut ici s'ériger en arbitre. Il y a 3 processus. Il y en a 2 qui sont en cours. Il y a un 3e qui est en attente. Les 3 processus, c'est Washington, Doha et le dialogue inclusif national. Les 3 se tiennent. Ce que tu n'as pas obtenu ici, tu ne l'obtiendras pas là-bas et pas non plus là-bas. Ça, c'est vraiment clair. Il y a une logique qui tient les 3 processus. Tu remarqueras qu'on peut considérer Doha comme l'émanation de Washington. Washington fait mention des Doha. Et c'est clair, fait obligation aux partis, donc aux signataires de cet accord-là de Washington, de favoriser l'aboutissement heureux des Doha. Il y a 2 passages dans l'accord de Washington qui font mention à Doha, clairement dit. Tu as remarqué qu'il y a eu des fuites qui ont circulé dans les réseaux sociaux il y a quelques semaines, quelques mois, qui parlaient déjà du pré-accord de Doha et qui projetaient, lesquels fuites projetaient les dialogues à 2026. Donc, en fait, le dialogue sera une émanation des Doha. C'est Doha qui va donc tracer le cadre général. Donc, ce sera ça le dialogue. Donc, le dialogue ne sera pas l'initiative de Félix Tshisekedi. Certes qu'il aura à signer une ordonnance pour le convoquer, mais c'est à titre protocolaire, c'est pas lui qui va convoquer ces dialogues-là. La preuve que c'est pas lui. Quand il envoie ses délégués à Doha et que ces délégués parviennent à un compromis dans une certaine mesure avec les délégués de l'AFC pour signer ensemble la déclaration de principe. Mais regardez l'entête des déclarations de principe. Qu'est-ce qu'elle dit? Déclaration de principe entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et l'FC23, entre parenthèses, les partis. Félix Tshisekedi est une partie. Il a déjà reconnu ça.
qu'il ait une partie à la crise. Il a signé en tant que tel. Alors le reste, c'est un il dit que je ne convoquerai pas. Je mets ça sur le compte toujours de ses positions tranchées au départ, ligne rouge ici, pantin là-bas, des positions sur lesquelles lui-même revient, sans que quelqu'un ne l'y pousse. Je ne sais pas si c'est peut-être la force des choses qui l'y pousse. Donc ce ne sera pas lui, l'arbitre. Ce ne sera pas lui. Il a reconnu qu'il est parti. Il a signé à Doha. Les partis, et lisez maintenant la déclaration de principe, les partis conviennent, les partis ont décidé. Les partis, ce sont lesquels? C'est l'AFC M23 et le gouvernement de Kinshasa. Et alors, pour le dialogue, lui ne sera plus le parti. Je ne sais pas d'où viendra cette limitation-là. Par quelle alchimie en ce moment-là, lui maintenant se place au-dessus des partis et devient l'arbitre. Il faut qu'on m'explique, hein? À quel moment il va passer de la position des partis qui est actée dans les discussions de Doha à travers la signature de la déclaration de principe, à quel moment il va passer de ces statuts-là pour s'ériger en arbitre? Ah non, c'est clair, ce ne sera pas son initiative, c'est clair. Mais c'est vrai, je sais, il faut qu'il continue à entretenir les faucons de son camp, qu'il continue à faire voir qu'il garde encore la main, qu'il mette la situation. Donc, je comprends bien ces prises de position. Et vous voyez, et même les gens ne prêtent pas attention à ces prises de position. Quand il prend la parole au Global Gateway à Bruxelles pour prendre la main à Kagame, et que finalement Kagame ne répond pas favorablement, et que cette initiative se retourne contre lui dans l'opinion, tu as vu qu'il est allé parler à un groupe de compatriotes de la diaspora. Et il a eu un langage très dur. Mais s'il était assez engagé avec ce langage-là, il aurait dû convoquer une conférence de presse et le dire devant les médias internationaux. Il l'a dit maintenant dans le cadre un peu plus restreint. À des compatriotes, ça signifie qu'en réalité, dans les capitales occidentales, on ne prendrait pas vraiment ça au sérieux. Mais voilà un peu. Mais s'il y tenait, il aurait dû le faire en conférence de presse. Eh bien là, le cas de Strasbourg montre que ce qu'il dit là, c'est pour la consommation intérieure. Ce n'est pas pour le monde. Ah ben alors, déjà, ah ben non, vous voyez ce qu'il a dit, non, 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 ça il s'adresse à un groupe d'individus. Ce n'est pas à la communauté internationale. C'est clair. Mike, vous parlez de la situation à Doha, vous parlez. On sent d'une certaine manière que aujourd'hui, vous, opposition voilà, traditionnelle, vous êtes resté suspendu à la volonté de ce qui s'est fait ailleurs. Est-ce que vous n'êtes pas absent sur le terrain, vous ensemble? Aujourd'hui, on sait que l'opposition non armée est tellement amorphe. On vous a volé la victoire ici, comme vous l'avez dit, en 2023. Katumbi, avec tout ce qu'on connaît de lui, incapable de sortir 100 personnes dans la rue. Vous qui avez fait l'opposition à un moment donné avec le vieux Etienne Tshisekedi Wamulumba, qui arrivait à bouger Kabila et Kinshasa, quand vous regardez aujourd'hui la situation de votre opposition, donc on enlève l'AFC, on enlève Tshisekedi, je parle de vous, vous êtes totalement absente, un peu pour donner raison à Tshisekedi quand il parlait de l'opposition à Pété. Vous n'apportez rien sur cette table-là, mais vous attendez profiter de la situation de la guerre que les autres, heureusement que vous n'avez pas condamné Nanga. Vous serez là à être tiré, profitant des risques et des sacrifices que l'opposition armée fait pour vous drainer, vous, cette opposition amorphe qui ne fait rien, qui est incapable de mobiliser la rue et qui n'est pas avec la rue, qui n'est pas avec le peuple, selon Tshisekedi. Il est très difficile d'imposer les idées là où les balles sifflent. Voilà, je le reconnais. La mort dans l'âme, je le reconnais. Nous n'avons pas été actifs ces derniers temps, je le reconnais. Nous n'avons pas été assez actifs. L'initiative est entre les mains des belligérants. Et puis, deux fois, nous nous demandons, même si nous devons l'être, qu'est-ce que nous prendrons comme initiative. Mais maintenant, le moment est venu pour que nous mobilisions quand même autour de l'idée du dialogue et nous travaillons là-dessus. Et dans les jours qui viennent, je crois que vous verrez que nous aurons lancé des appels dans ce sens. Ben, on croise les doigts tout en espérant que Tshisekedi va finalement vous donner ces dialogues, comme vous dites. Une question qui me vient en tête parce qu'on parle d'opposition. Martin Fayulu a Salah Nino. Apparemment, on croyait à chaque fois que non, Fayulu a yaté, Fayulu a Salah Nino. Martin Fayulu, Bopotana. Non, c'est juste des idées que j'aimais. Il faut que les gens
s'habitue à la contradiction. Il est avec vous dans l'opposition ou vous croyez que lui, le soir, il est chez Félix Tshisekedi? Je sais que vous ne croyez plus en lui comme ténor de l'opposition, vous, Mike Moukébaye. Hein? Les dernières initiatives qu'il a conduites jettent un peu beaucoup de doutes sur sa crédibilité dans le rang de l'opposition. C'est des initiatives qui n'étaient pas claires. Il va chez Félix Tshisekedi pour lui proposer de mettre en place ce qu'il a appelé lui-même le camp de la patrie. Par la suite, vous posez la question à ces lieutenants, ils disent que le camp de la patrie est un état d'esprit. Donc, en fait, il était allé voir Félix Tshisekedi pour mettre en place un état d'esprit. C'est très flou, hein. Alors, c'est tellement flou que finalement, tu ne sais plus les lire. C'est ça le problème. C'est très, très flou. Donc, un peu pour dire que vous ne croyez pas en lui comme opposant, quoi. Non, mais qu'importe que Moukébaye croie en Fayoulou ou pas, mais il fait son combat. C'est pas moi qui distribue les statuts d'opposants ici à Kinshasa. Mais qu'est-ce que je vois d'ailleurs? Je donne juste une opinion. Ben, je n'ai pas à dire si je crois en lui ou pas. S'il y a quoi, quelqu'un, c'est en Katumbi, je suis un de ses lieutenants, et c'est mon leader, celui-là. Je dois bien croire en lui. Ah, bonne chance à Katumbi. Quand vous parlez, quand vous dites qu'on doit faire l'analyse du passé, du présent et de l'avenir, Katumbi a été avec Kabila, Katumbi a géré le Katanga pendant un peu plus de 10 ans. C'est pas aussi un saint, il y a à boire et à manger. Donc, si on doit faire l'autopsie de ce qu'aurait été Kabila, on aura fait aussi l'autopsie de Katumbi. Katumbi, comme gouverneur du Katanga, a imposé une exclusivité là-bas. Katumbi, comme gouverneur du Katanga, c'était de la dictature, les gens ne parlaient pas. Il y a beaucoup de choses qui se racontent autour de Katumbi. Hein. Soyez un peu modeste quand vous évoquez Kabila. Soyez modeste. Soyez modeste, Mike Moukébaye. Hein. Mike Moukébaye qu'on a perdu, on va essayer d'aller le chercher. Sur son passé. Jamais il n'a cherché une seule fois de dérober sur son passé. Et je crois d'ailleurs que s'il faut en parler au dialogue inclusif national, s'il a lieu un jour, je crois qu'il sera l'un des hommes les plus heureux du Congo pour qu'il démontre ce qu'il a fait pour le Katanga. Non, c'est valable pour tous. Il n'y a pas d'exception. Tant mieux, parce qu'on a l'impression que Bolingabo que Longola, Potinali sur Kabila alors que Katumbi passe à Konya Mune na Oyaye. Donc, soyons modestes, soyons un peu modestes quand on attaque les autres. Non, il n'y a pas de modestie, non, c'est pas non. Katumbi est disposé. Quelqu'un m'a appelé pour dire à Mike Moukébaye que Katumbi n'aimait pas la critique comme gouverneur. Quand il deviendra président de la République, c'est un vrai dictateur. Il y a des journalistes qui ont été chassés du Katanga seulement parce qu'ils ont critiqué la gestion de Katumbi à Mazembe. Alors oui, c'est l'occasion de faire la lumière autour de ces questions-là. Où est le problème? Katumbi est disposé. Il est disposé. Tant mieux. Non, j'en ai seulement parlé pour essayer de calmer un peu votre ardeur, ou plutôt de préciser votre ardeur. Donc, on le fera pour Kabila. Non. Katumbi n'est pas sain non plus. Si je l'ai dit, c'est que je sais que mon leader est disposé à se livrer les premiers à cet exercice-là. Avec aisance. D'accord, on verra. L'actualité, c'est aussi l'élection à l'Assemblée nationale. On sait que Kamere a été défenestré. Avant qu'on parle un peu de ces possibles challengers, je sais que vous avez entretenu à un moment donné des très très bons rapports avec Kamere. Autant vous l'avez aussi entretenu avec Mozito, mais évidemment, ça finit par le clash. C'est d'ailleurs pour ça que certains de vos détracteurs disent que vous êtes un homme, excusez-moi de le dire comme ça, instable, qui ne garde pas ses relations. Et on prédit qu'un jour Katumbi aura aussi son mic, il aura aussi son tour. Mais comment avez-vous jugé la défenestration des Kamere à l'Assemblée nationale? Vous pensez que c'est mérité? Bon, il faudra d'abord se mettre d'accord sur le passé de Mike Moukébaye. C'est Mike Moukébaye là dont on parle, c'est les journalistes, c'est pas les politiques. J'ai été proche de Kamere, je l'ai accompagné avec mon média, Congo News. En journalisme, la loyauté, l'amitié n'existe pas. C'est différent. En journalisme, ça n'existe pas. Donc, on peut être ami à Molendo Sakombi le matin, le soir, le tirer, passer à la télé. Non, attends. Ce que je vais dire va peut-être paraître un peu, comment je veux dire, je cherche le mot, va peut-être choquer un peu. Les politiques sont moins libres qu'un journaliste. Les politiques, elles sont moins libres. Hein?
les journalistes n'est pas soumis à certaines contraintes. Il est libre. Moi, je viens avec mon média pour soutenir un combat. Ça signifie qu'à tout moment, je peux retirer mon média dans ce combat-là si jamais les idéaux ne sont pas respectés tels que nous l'avons défini au départ. Donc vous comprenez aujourd'hui qu'il y a certains médias qui se disent que nous arrêtons de soutenir Katumbi, nous arrêtons le combat parce qu'il n'est plus dans la lignée de ce qu'on faisait avant. Si des gens Parce que j'ai vu un activisme médiatique là-bas. Non, Katumbi n'est plus dans la ligne. Moi, j'ai décidé d'arrêter de les soutenir. Mon média ne les suivra plus, etc. Ben oui, écoute, libre-eux. 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 Tout à fait libre. Tout à fait libre. Moi, je ne pense pas que nous allons caporaliser les journalistes. Les journalistes travaillent. Ils sont libres de faire des choix éditoriaux. Et si demain, ils décident de changer ces choix-là, ils s'assument en tant que tel. Donc, la loyauté, la fidélité, l'amitié en journalisme, non, Moukeba, il pouvait donc être ami à Caméré. Après demain, le lendemain, il part avec Mozito. Le surlendemain, il le clash. Attendez. L'autre là, attendez. Ah, non. Tu présentes très mal les choses. C'est comme ça. Non, je ne présente rien. Je pose des questions. Je pose des questions, moi. Bon, attendez. Répondez. Moi, j'ai restitué. Attendez. Je vais te restituer. Je ne l'ai jamais fait. Je vais te restituer aujourd'hui, pour besoin de clarté chez le public, ma rupture avec Mouzito. À l'époque, moi, j'ai un journal. Mouzito est dans l'opposition. J'accompagne Mouzito dans le combat. Je n'accompagne pas que Mouzito, j'accompagne les Palous. Je suis de ceux qui avaient pensé longtemps qu'il fallait promouvoir le Palou et l'UDPS et que les deux partis pouvaient ensemble porter le Congo et l'échanger. Et donc, j'ai soutenu Mouzito. Sans contrepartie, s'il te plaît, parce qu'à l'époque, il n'avait pas un bal à me donner. Ni moi encore les Palous. Pas un bal à me donner. Et nous arrivons en 2006, les Palous passent un pacte avec Kabila. Gizenga accède à la primature. Il accède donc Mouzito devient kabiliste. Et ça devient compliqué, notre relation. Moi, je maintiens ma position d'anti-Kabila. Ça, les gens ne le disent pas assez. Et pour finir, parce que nous avions créé ce journal La Presse ensemble, il m'avait donné des moyens quand il est passé ministre du budget, il m'avait donné des locaux dans une enceinte à lui en ville, et ça devenait intenable, nous ne pourrions plus cheminer ensemble. Ses proches n'ont pas arrêté de lui faire comprendre que je n'étais pas avec lui politiquement. Mais alors, comment on va dire qu'après loyauté, moi j'ai fait rester sur la position de départ, lui il est devenu dans l'entretemps kabiliste. Et donc moi je devais changer ma ligne, puisque lui était ministre de budget en l'argent de ces kabilistes-là, en mettant tes journaux dans ses locaux. Voilà, mais attendez. Mais attendez. S'il te plaît, attendez, mais attends, écoute-moi. Nous commençons l'œuvre ensemble. Il me donne les moyens en ce moment-là. Moi, je me dis, Mouzito comprendra qu'il y a des choses qu'il ne peut pas faire passer chez moi. Et quand je dis des moyens, ce n'est pas de gros moyens. Je me débrouillais comme tout le monde. Il ne faut pas que les gens dans le détail pour dire que c'était $1 million. C'était pas grand chose. Je me débrouillais. Je me battais pour mettre mon journal sur le marché. Tu comprends? Je ne déversais pas de millions, pas du tout. Mais chemin faisant, ça devient intenable. La cohabitation devient impossible. C'est comme ça que je quitte les locaux et que je pars pour continuer mon chemin à moi. Et ça, les gens ne le disent pas. Ah non, loyauté. Mais loyauté autour de quoi? Loyauté autour d'un individu ou autour des idéaux qui nous mettent ensemble, qui nous unissent. C'est ça le problème. Bon, je ne vais pas revenir sur ce passé-là. À chacun de prendre les choses telles qu'il les voit. Bon, ben écoute, j'ai vu que Caméra est parti et c'est une cuisine interne à eux. Hein. Je n'ai pas vraiment d'avis à donner là-dessus. Aujourd'hui, ils sont en passe de désigner un nouveau président de l'Assemblée nationale. À mon point de vue, c'est un non-événement. C'est une assemblée dont nous n'attendons presque plus rien. Hein. Aujourd'hui, l'idée, c'est d'aller au dialogue et de pouvoir nous mettre d'accord sur comment conduire les affaires publiques les 3 années à venir et puis avoir des élections en 2028. Donc, ils peuvent s'amuser comme ils le font à l'Assemblée nationale. C'est leur affaire. Hein. Je n'ai jamais rien entendu de cette Assemblée. Et regardez, vous avez une Assemblée nationale, mais partout ici, des affaires, des scandales de corruption éclatent tous les jours. Est-ce que c'est pour autant que les auteurs de ces détournements sont interpellés à l'Assemblée? Vous avez vu l'affaire Frivao avec Constant Moukhtama. Je ne parle pas de 19 millions
dédié à la construction d'une prison à Kisangani. Mais la gestion des fonds souvent, les victimes n'ont rien reçu. C'est très grave, ça. Hein? L'affaire Fonarel. Et maintenant, l'affaire EGRC. Est-ce qu'il y a des enquêtes là-dessus? Ça, c'est pas une assemblée. Non, mais j'ai quand même vu que vous avez porté sur vos épaules cette affaire des Fonarev et Frivao. Le nom de la première dame du pays, Madame Denise Nyakeru, est quand même cité. Vous êtes scandalisé que le Tshisekedi, avec lequel vous avez mené le combat, laisse aujourd'hui sa femme mettre sa main dans le détournement de la chose publique au pays? Sidéré qu'on ait mis en place une structure sous prétexte de collecter des fonds pour des victimes, et ces fonds-là vont dans les poches des individus sidérés. On vole même l'argent de ceux qui ont été victimes des viols. On détourne cet argent. Et c'est tous des journalistes sur la toile pour défendre ces causes-là. Alors, ce qui me fait rire dans tout ça, c'est que ces journalistes qui défendent ces petites causes-là, c'est à 100 ou 200 dollars, là où les commanditaires ont détourné des dizaines de milliers. Tu vois un journaliste s'acharner, prêt à en venir aux mains pour 300 dollars. C'est vraiment dommage. Dommage. J'ai pitié de la presse. Il n'y a plus de presse, hein? Il n'y a plus de presse ici, hein, tu sais? Vous regardez avec larmes l'exercice de la presse que vous avez aujourd'hui au pays? Je pleure. Vous ne vous reconnaissez plus dans ces médias. La plupart sont vos jeunes avec lesquels vous avez travaillé. De ces médias-là, vous vous abrutissez en fait. Vous n'apprendrez rien. Parce que ces médias-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils attendent de recevoir des directives. Tweet. 100 dollars, 200 dollars, on vous regarde dans ce sens. Tweet combien? Oh, 100 dollars, non? Et l'article, c'est à combien? Hein? Je vois même une affaire maintenant, ils sont tous souvent debout contre, comment ça s'appelle? Witness, Global Witness. Dans l'affaire de Dan Guettet. Qui d'entre eux a le moyen de faire une enquête sur l'affaire Dan Guettet? Hein? Qui? Ils attendent qu'on leur donne des informations. On leur donne. On dit, prenez, écrivez. Ils sont vent debout. Les journalistes, ils parlent de néocolonialisme. Quel néocolonialisme? Est-ce que vous avez enquêté sur cette affaire? Néocolonialisme. Ils traitent Global Witness de néocolonialiste. Ah, c'est peut-être Global Witness qui s'en fait parce qu'il ne connaît pas, l'organisation ne connaît pas la qualité de la presse ici. Donc 100 dollars pour un tweet et pour un reportage, pour les émissions passées dans des émissions, là, c'est combien? C'est 300, c'est... Ouais. Là, c'est le grand coup. Hein. C'est combien? C'est 300, 400? 300, les grands coups. Hein? Mike, c'est vraiment comme ça que vous présentez la presse de chez moi. Vous êtes à la télévision, c'est comme ça. Mais c'est la triste réalité. C'est la triste réalité. Donc, avec 2000 dollars, je les achète tous. Maman Yambibi Sobia, Twitter One. Maman Yambibi Sobia. Oh, tu mets 5000. Tu mets 5000, tu fais passer ton opinion comme tu l'entends, sans la moindre nuance. Donc, c'est ce qu'ils font. Ben, écoute, puisque tu le sais, la différence ici, c'est que ça sort de ma bouche. Toi, tu le sais. Tika banana mama Yambibi Sobia. Les notes, c'est que disent là. Tika banana mama Yambagi Barobia. Mama Yambagi Bisobia. Tika banana mama Yambibi Sobia, ma fan. Mike, on va terminer cette émission. C'est un grand honneur, un grand plaisir de vous avoir sur ce plateau. Les Congolais vous regardent. Vous leur direz quoi pour qu'on clôture l'émission de ces jours? Nous, je renouvelle notre foi, notre engagement, le combat que nous menons autour de cet enjeu majeur qui est le dialogue. C'est un choix que nous avons fait. Si d'autres ont fait un autre choix, celui des armes, libre à eux, qui pensent imposer une victoire militaire, libre à eux. Nous travaillons pour l'aboutissement du dialogue. Donc, nous appelons le Congolais à soutenir cette voie pour que nous nous retrouvions ensemble autour de cette table du dialogue inclusif national et que nous redessinions l'avenir du Congo pour les prochaines années. Mike Moukeba Nkosu, grand merci. Merci d'avoir accepté notre invitation.
C'est à moi de remercier Pero Louara pour l'invitation. Madame, Messieurs, cette émission est donc terminée. Je rappelle ce soir que notre invité était M. Mike Moukeba Nkosu, cadre d'ensemble pour les changements de Moïse Katumbi. Retrouvons-nous pour d'autres émissions sur cette chaîne. Merci et à la prochaine. Dans la peau de Claude Pero Louara, briller l'éclat d'une histoire singulière, d'une mère héroïque, guidée de l'univers, forçant le respect et l'admirable luminaire. Par son courage, ton destin fut tracé. Devenu journaliste, un combattant de la vérité. Claude Pero Louara, face aux tourments endurés, symbole de dignité, d'intégrité dans l'adversité. Contre vents et marées, la lutte est déclarée. Pour la justice et l'égalité, je resterai debout dans la dignité. Les tentations corrompues, l'argent offert en pâture, mais mon âme pure reste impassible. Défend la forfaiture de Constant Mutamba et son ministère d'injustice. Mais d'injustice, mes actions résonnent dans le pays, tel un cri de liberté. Contre les pouvoirs corrompus, je m'élève avec fierté. Claude Pero Louara, qui dans les ténèbres de l'injustice. Ton nom sera le flambeau de la résistance et de la revendication. Contre les vieux oppresseurs, nous prendrons l'étendard de la vérité. Pour un Congo meilleur, un avenir de fraternité et de dignité. À toi, Félix Helmut Wangeleka, ta tyrannie touche à sa fin. Des mains vides, tu seras chassé. Ton règne de corruption pris pour état. Le peuple congolais ne mérite pas un leader incompétent et tribal. Et tribal, nous nous dressons unis pour bâtir un avenir rayonnant. À toi, vrai patriote, symbole de résilience et de foi. Ta voix de dignité, d'intégrité dans la liberté et de la joie. Dans le cœur de chaque Congolais, ta saga restera gravée. Pour un avenir radieux, pour une nation enfin libérée. Et Nzambe nanga, 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 nanga. Les tentations corrompues, l'argent offert en pâture, mais mon âme pure reste impassible défiant la forfaiture de Constant Mutamba et son ministère d'injustice. Mais d'injustice, mes actions résonnent dans le pays, tel un cri de liberté, tel un cri de liberté. Pour les pouvoirs corrompus, je m'élève avec fierté. Claude Pero Louara, dans les ténèbres de l'injustice, on sera le flambeau de la résistance et de la revendication. Contre les vieux oppresseurs, nous prendrons l'étendard de la vérité. Pour un Congo meilleur, un avenir de fraternité et de dignité. À toi, Félix Helmut Wangeleka, ta tyrannie touche sa foi. Les mains vides, tu seras chassé. Ton règne de corruption pris pour état. Le peuple congolais ne mérite un leader. Et tribal, nous nous dressons unis pour bâtir un avenir rayonnant. Oh, rayonnant. Claude Pero Louara, symbole de résilience et de foi. D'avoir de dignité, d'intégrité, dans la liberté et de la joie. Dans le cœur de chaque Congolais, ta saga restera gravée. Pour un avenir radieux, pour une nation enfin libérée. Et Claude Pero Louara, symbole de résilience et de révolution. Ta plume au zénith, pourtant la flamme de la liberté et de la joie. Dans le cœur de chaque Congolais, ta saga restera gravée. Pour un avenir radieux, pour une nation enfin libérée. Et Nzambe, nanga, nanga. Et Nzambe, nanga, nanga. Et Nzambe, nanga, nanga. Et Nzambe, nanga, nanga. Dans la peau de Claude Pero Louara, briller l'éclat.
Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de mon Pao Mokonzi.